Salut à tous, on se retrouve dans une vidéo de cours. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques tuyaux, quelques conseils pour réussir au mieux ces examens finaux, donc ces examens de fin de semestre, quand on a pris du retard dans nos révisions. Alors, j'espère que vous vous en doutez, c'est pas une solution miracle, hein. Si vous avez rien fait depuis le mois de janvier, c'est pas juste en regardant cette vidéo que ça va vous sauver. Bien sûr, le mieux, c'est de ficher ses cours dès le début du semestre. Je lis mes petites notes en même temps, hein. De se familiariser avec son code, si vous êtes dans une fac dans laquelle on a le droit au code civil pendant un commentaire d'arrêt, par exemple, de faire tous ces TD, d'apprendre le cours du prof, plus de faire des recherches personnelles en plus, et de gérer son temps de manière parfaite, ça c'est le must. Mais en général, on arrive à 3 semaines, 2 semaines des examens et on n'a pas fait grand chose, moi aussi je me suis retrouvé dans ce cas-là. Du coup c'est pour ça que je vais essayer de vous donner quelques conseils pour rattraper un peu ça. Je vous donnerai aussi d'autres conseils, pas que par rapport au retard, tant qu'à faire. Je ne vais pas raisonner par matière, mais plutôt par type d'exercice qui vous est demandé. Alors déjà, je vais éliminer les exposés, puisque les exposés, en général, c'est que du bonus. Il n'y a que en Master 2 où vraiment un exposé, une note d'exposé peut correspondre à la note d'une matière tout entière, mais sinon en licence, tout ça, en général, si on a bien présenté son exposé, qu'on l'a bien préparé, on a une bonne note. Donc voilà, c'est pas ça qui vous intéresse, je m'en doute. Je vais commencer avec les exercices juridiques classiques, c'est-à-dire commentaire d'arrêt, disserte et cas pratique. Donc je ne vais pas parler de la méthodologie puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez visualiser. Je vais donc essayer de vous donner des conseils sur ces 3 exos pour quand vous avez du retard. Voilà, tout simplement, j'ai déjà dit. Alors, vous pouvez être dans une fac dans laquelle on a le droit au code civil, comme je le disais, au code pendant l'examen, et vous pouvez être aussi dans une fac dans laquelle par contre on n'a pas le droit au code pendant l'examen. Là c'est plus dérangeant. D'ailleurs au passage, c'est pas le fait de ne pas avoir droit au code, de faire ces examens sans le code, pour moi c'est un point négatif. Il ne faut pas raisonner de la façon suivante, je suis dans une fac dans laquelle on n'a pas le droit au code, alors c'est plus dur, alors je suis un meilleur juriste. Vous êtes peut-être même du coup, entre guillemets, un moins bon juriste. Je relativise, vous inquiétez pas, puisque c'est pas parce que vous n'utilisez pas le code que dans le futur vous n'arriverez pas à vous adapter. Parce qu'un bon juriste, c'est pas quelqu'un qui connaît tout par cœur, un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait faire des recherches, vous voyez? Parce qu'on sait pas tout, on peut pas tout savoir. Même un avocat, dans le cadre de son métier, il est toujours confronté à de nouvelles problématiques qu'il n'a pas forcément étudiées en cours. Et là où il va devoir être bon, c'est dans ses recherches. Bref. Donc si vous êtes dans une fac dans laquelle on n'a pas le droit au code pendant les examens, ça va être plus compliqué, mais vous pouvez quand même suivre cette démarche-là. La démarche que je vais donc vous présenter. Ce que vous devez faire, alors ça c'est sûr, c'est pas non plus 3 jours avant l'examen qu'il faut le faire, c'est apprendre à se servir du code. Savoir un minimum se repérer dans le code. Le code, par exemple le code civil, donc présente des articles qui ont une valeur, donc la plupart du temps vous allez surtout vous servir de ça, qui ont une valeur législative. Donc soit ces articles sont issus de la rédaction originelle du code civil, donc 1804 par exemple, donc là je parle du code civil, mais ça pourrait être le code pénal, le code de commerce, etc. Soit ils sont tirés d'une loi, puisque dans une loi on a différents articles, et par exemple l'article 2 de la loi X va nous dire sont modifiés les articles 800 et suivants du code civil selon ces termes, blablabla, et il nous précise la modification. Quand un prof vous donne un cours, ou quand vous lisez un bouquin sur une matière, par exemple le bouquin droit des obligations, vous avez en fait une analyse en quelque sorte du droit, une analyse de la loi, surtout de la loi si on est par exemple dans une matière comme droit civil, droit des obligations, tout ça. En droit des obligations, si vous en avez fait par exemple, le cœur du truc c'est des articles du code civil, c'est pas la constitution, vous voyez. Ce qui veut pas dire que vous allez jamais en parler, mais le cœur du droit, en droit des obligations, enfin tel que vous le voyez, c'est les articles du code civil. Et dans les livres, dans les cours que vos profs vous proposent, vous avez en plus de ces analyses donc de la loi, vous avez également des analyses soit personnelles du prof,
soit des analyses en fait tirées d'autres auteurs. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Sauf que la doctrine, ça peut prendre de la place dans un cours, ça peut prendre de la place dans un livre, mais ça n'a pas de valeur normative. Autrement dit, ça n'a pas d'effet contraignant. Vous voyez, par exemple, dans la pratique, un avocat devant le juge, il va invoquer un article de loi, par exemple. Ou encore, il va pouvoir invoquer une jurisprudence, une décision de justice. Mais je ne vais pas dire jamais, puisque bon, j'ai pas assisté à tous les procès qui ont eu lieu, mais un avocat va quasiment jamais se ramener devant le juge et lui dire oui, mais selon, alors cet article dit ça, ok, c'est bien sympa, mais selon l'auteur machin, il faudrait raisonner autrement. On s'en fout parce que le juge, lui, il raisonne au regard de la loi. Ok ? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre code, si vous savez vous en servir, si vous savez rechercher, vous avez les articles et vous avez en dessous des articles les jurisprudences. Ce sont les deux éléments les plus importants. Ce que vous n'avez pas, c'est à la limite des articles de la Constitution, de la DDHC, etc. Mais en général, dans une matière, à moins que ce soit droit constitutionnel bien sûr, mais là je parle plus des matières de droit privé comme droit des personnes, famille, obligations, responsabilité civile, droit commercial, etc. Dans ces matières-là, vous n'avez pas trop besoin d'articles qui sont issus du bloc de constitutionnalité. Vous pouvez en avoir besoin, mais vous n'allez pas avoir besoin de 50 articles différents. Par contre, vous aurez peut-être besoin de 50 articles différents qui, eux, sont dans le code, qui, eux, sont écrits. Donc, quel est l'intérêt de prendre un bouquin et d'apprendre en fait ces articles qui en fait sont déjà écrits dans vos codes, surtout si vous avez le droit au code dans vos examens, vous voyez, parce que dans vos cours en plus, ce qui va prendre de la place, c'est la doctrine qui, comme je vous le dis, n'a pas de valeur normative, et ce qui va prendre de la place également, en fait, c'est l'explication d'un article, la reformulation, la re-reformulation du même article. Alors ça peut être utile si l'article est compliqué, parce que c'est vrai que des fois il y a des articles, ils sont chauds à comprendre, surtout quand on découvre la matière, mais il y a d'autres articles, franchement, même un non-juriste aurait pas de mal à le comprendre. Et autre point, pour la doctrine, mon but c'est pas de discréditer à tout prix la doctrine, hein, mais pour vous montrer que ça n'a pas une valeur normative, c'est qu'en fait, elle peut acquérir une valeur normative, mais par transformation entre guillemets. Il se peut qu'un travail doctrinal, que des travaux doctrinaux donnent lieu à un projet de loi ensuite, c'est-à-dire ou une proposition de loi qui s'inspire donc des travaux de la doctrine et au final donne lieu à une loi. Mais au final, la valeur normative, elle se situe du côté de la loi. Ce qui ne veut pas dire que la doctrine n'est pas une source de droit, c'est pas la même chose. Bref. Exemple, en ce moment on parle du projet de réforme du droit des obligations, enfin du droit commun des contrats, donc entrée en vigueur prévue au 1er octobre 2016, et en fait c'est inspiré cette réforme des travaux de doctrine. Ok. Donc là, il y a une transformation qui s'est opérée, mais la doctrine toute seule n'a pas de valeur normative. Et maintenant, on va analyser ça à la lumière de nos différents exercices classiques, commentaires d'arrêt, cas pratiques et dissertation. Alors, on va commencer par le cas pratique. Quel est le contexte d'un cas pratique? Soit vous êtes un avocat dans le cas pratique et on a un client, soit vous êtes un étudiant en droit et votre famille vous présente un ami pour que vous le conseilliez juridiquement. Soit non, voilà, c'est tout en fait, en général c'est ça. Et quand vous êtes un avocat par exemple, le but ça va être soit de gagner un procès futur, soit de dire à notre client faites gaffe, si vous faites ça, ça risque de se retourner contre vous du point de vue du droit. Ok, le truc c'est que quand vous êtes un avocat comme ça, que vous voulez gagner un procès ou que vous voulez que votre client ne se retrouve pas avec un procès à l'encontre de lui-même, vous allez utiliser en fait la loi, la jurisprudence que vous allez elle-même asseoir
c'est facultatif, enfin c'est facultatif, que vous allez facultativement asseoir sur une valeur supralégislative, c'est là que intervient la Constitution, etc. Mais je veux dire, en tant qu'avocat, c'est ce que je disais tout à l'heure, devant le juge, vous n'allez pas vous ramener, vous n'allez pas dire, oui, bon, cet article du code dit ça, mais bon, moi, il y a l'auteur Jean-Louis Patate qui a précisé ceci, et c'est différent, on s'en fout, le juge, il s'en fiche de ça, ce qui compte, c'est la loi. Et la loi, donc, vous la retrouvez dans les articles du code, et ces articles du code, si vous avez droit au code pendant vos examens, ben, il faut s'en servir. Alors c'est bien quand même de savoir chercher dans son code. Vous repérez, admettons, vous savez que vous allez être interrogé sur 5 notions. Vous repérez ces notions où elles sont dans vos codes. Admettons, ça représente, je sais pas moi, 30 articles du code. Vous repérez les subdivisions. Essayez de regarder les tables des matières du code, puisqu'en fait c'est super bien divisé. Vous voyez, au début, je sais plus, admettons le divorce. Je sais plus si c'est un titre, un chapitre, un livre ou une partie, je sais plus, mais peu importe, vous avez le gros titre, c'est du divorce, le divorce d'une manière générale, qui est divisé en 5 catégories, si je me souviens bien. Les différents cas de divorce, la procédure, les conséquences, la séparation de corps, et à l'international, je crois, même si c'est pas formulé comme ça. Et dans les différents cas de divorce, vous avez encore des subdivisions, consentement mutuel, altération définitive du lien conjugal, pour faute, etc., etc. Et dans ces subdivisions-là, vous avez encore des subdivisions qui sont les articles. Les articles sont des subdivisions de ces subdivisions. Et au sein des articles, vous avez encore des subdivisions. Ce sont les jurisprudences, les décisions de justice qui sont écrites en dessous des articles. Vous voyez, on va du général, le divorce d'une manière générale, au particulier. Par exemple, une jurisprudence précise sur le divorce pour faute. Voilà. Et tout ça, c'est dans votre code. Et si vous avez un cas pratique, c'est certain que vous pouvez trouver la réponse dans votre code, sans même connaître le cours en fait. Bien sûr, c'est mieux de connaître son cours, d'avoir des éléments en plus, tout ça, parce qu'on peut caler des trucs, ça peut rapporter des petits points et tout. Mais le principal, ce qui va vraiment permettre d'articuler votre démarche juridique, c'est dans le code. Donc ça, c'était le cas pratique. Dans le cadre d'un commentaire, faire un commentaire d'arrêt, ça revient à commenter donc une décision de justice qui a été rendue après analyse d'une situation de fait au regard de la loi, le plus souvent donc. Au regard de la loi... Pourquoi ça bip? Ah, c'est mon téléphone, pardon. Au regard de la loi ou au regard de la Constitution, etc. Parce que quand je dis de la loi, je pensais à la hiérarchie des normes en fait. La loi a une place dans la hiérarchie des normes. Quand je dis la loi, c'est pas le droit d'une manière générale. C'est la loi, c'est article 34 de la Constitution. Calmos. Et qu'est-ce que je disais donc? Oui, c'est pour ça que, par exemple, vous voyez souvent dans un arrêt de cour de cassation, il y a écrit à la fin du raisonnement de la cour de cassation, ainsi la cour d'appel a violé l'article blablabla, a violé l'article machin, etc. Donc c'est une analyse d'une décision de justice au regard de la loi, le plus souvent. Surtout dans des matières, comme je le disais tout à l'heure, comme le droit des obligations par exemple, ou le droit de la responsabilité civile. Or cette loi, on l'a déjà dit, vous le retrouvez dans les articles du code. Comme vous avez le droit au code, ben c'est tout bénef. Il suffit que avant votre examen, quelques jours avant quand même, c'est sûr si c'est quelques semaines, quelques mois avant, c'est encore mieux, vous appreniez à vous servir de votre code, et c'est bon, vous avez sûrement la réponse dans votre code. Ensuite, la disserte. Alors la disserte, c'est là où ça va poser un peu plus de problèmes. C'est pour l'exercice classique des 3 pour lequel ça peut poser le plus de problèmes de ne pas connaître son cours, de mal connaître son cours. Et encore, ça ne veut pas tout dire. Bon, dans une disserte, on n'a pas le droit au code, d'une manière générale, peu importe les facs, pas que je sache. Puis de toute façon, ça ne servirait pas forcément à mon avis. Surtout parce que les dissertes, on les a pas dans des matières comme droit civil en général. Enfin, c'est plus rare, on a plus souvent des commentaires d'arrêt ou des cas pratiques. Les dissertes, on les a plus en droit administratif, histoire du droit, etc. Si vous connaissez pas bien votre cours, déjà, il ne faut pas que vous oubliez le principe de la disserte, l'intérêt de la disserte. Ça, j'en parle dans ma vidéo sur la méthodologie de la dissertation. Ce qu'on attend de vous, c'est pas que vous récitiez votre cours, mais que vous apportiez des éléments de votre cours quand même, mais qu'en plus de ça, vous ajoutiez une ou plusieurs analyses personnelles, réflexions personnelles. Si vous avez ça dans votre cours, vous allez avoir
c'est pas si... En fait, si vous avez... Votre cours représente ça, c'est une image. Hein. Si vous ressortez tout ça par cœur, c'est pas là où vous aurez la meilleure note. Admettons qu'au lieu de ressortir tout ça, vous ressortez que la moitié, mais que vous y assortissiez une analyse, une réflexion juridique ou plusieurs analyses, plusieurs réflexions juridiques que le correcteur ne va pas trouver probablement dans d'autres copies, eh bien là, votre disserte prend de la valeur. Et les réflexions juridiques, les analyses personnelles, on ne les trouve pas forcément dans le cours, parce que, comme ça porte bien son nom, personnel, vous voyez. Et en fait, ça peut, en général, quand c'est une disserte qui n'est pas préparée à la maison, alors soit vous avez essayé avant l'examen de vous dire ouais, si ça tombe sur ça, je pourrais faire une analyse sur ça, une réflexion sur ça, mais ça peut très bien aussi venir pendant l'examen. Et même des fois dans une disserte, ça peut être un bonus, entre guillemets un bonus, de mal connaître son cours. Parce que si on connaît bien son cours, on va avoir tendance à vouloir le réciter par cœur et à pas mettre d'analyse personnelle. Par contre, si on connaît moyennement son cours, ben on va mettre des éléments du cours et on va se dire putain, il faut que je fasse du blabla, il faut que je comble, que je fasse des trucs parce que sinon mon truc et ma disserte elle va durer une page et ça va faire pitié, vous voyez. Et à ce moment-là, c'est avec ce blabla, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous en êtes pas rendu compte, c'est avec ce blabla que vous allez peut-être faire des analyses personnelles. Moi, ça m'est arrivé, c'était en 3e année, c'était histoire du droit. Alors, il y a eu plusieurs déclinaisons de l'histoire du droit, j'ai eu plusieurs matières d'histoire du droit, je ne sais plus exactement laquelle c'était. Et en fait, je connaissais très mal mon cours, très mal. J'avais révisé, si vous voulez, l'examen était le lundi, j'avais commencé à prendre le vendredi, ou le jeudi, je sais plus, c'était quelque chose comme ça. Et malgré ça, j'ai réussi à avoir 12, c'est quand même pas mal pour un truc que tu as bossé 3 jours, et encore. Bon, je vous dis que j'avais fait des impasses, mais énormes, parce que forcément, réviser un semestre de cours en 3-4 jours, c'est pas terrible. Vu que c'était de l'histoire, je sais plus de quel siècle à quel siècle ça allait, mais il y a bien au moins un siècle qui passait à la trappe. Et je m'étais dit ça, bon, je connais pas grand chose, du coup, il faut absolument que je fasse du blabla et que je mette à la limite des réflexions personnelles et tout. Et là, je me suis pris une bonne note, enfin une bonne note. Pour moi, c'était une bonne note parce que moi, j'avais l'habitude en histoire du droit de réciter mon cours et je me prenais que des cartons du coup. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'histoire du droit, disserte en histoire du droit ou autre. Si vous êtes en droit administratif, par exemple, en général, on a le choix entre un commentaire d'arrêt et une disserte. Alors, que choisir entre les deux? Si vous aimez le droit administratif, que ça vous inspire, voyez, que ça vous inspire des réflexions personnelles, à ce moment-là, choisissez la disserte. Parce que même si vous ne connaissez pas très bien votre cours, du moment que la matière vous inspire et que vous connaissez quand même un minimum d'éléments de cours, vous allez, comme pour l'histoire du droit, pouvoir faire des réflexions personnelles qui vont donner vraiment de la valeur à votre disserte. Okay, et là, vous allez gagner des points. Donc. Si par contre, vous connaissez pas très bien votre cours et qu'en plus le droit administratif, ça vous fait chier et que ça vous inspire rien, prenez le commentaire d'arrêt, mais de suite, cherchez pas à comprendre. Et comment gagner du temps dans un commentaire d'arrêt? Là, je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai intitulée Lecture d'arrêt en droit administratif. En fait, c'est comment gagner du temps dans la lecture d'un commentaire d'arrêt, vous voyez? Comment mettre en lumière les différentes parties rapidement, histoire d'avoir une vision d'ensemble, parce que des fois, les commentaires d'arrêt, déjà, ils vont même pas à la ligne, les mecs, on a l'impression. Ils écrivent tout en majuscules. On dirait que c'est fait exprès, déjà que pour peu que la matière nous emmerde, on dirait qu'ils font exprès pour pas qu'on les lise, quoi. Au cas où ils aient fait une erreur, les mecs ils font ça comme ça, c'est immangeable et au moins personne ne le lit. De se dire ça, c'est pas possible. Du coup, pour s'y retrouver, allez voir cette vidéo que j'ai faite. Je pense que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous aurez gagné du temps au niveau de votre examen. Vous pourrez consacrer plus de temps à la construction de votre plan, etc. Ok, donc ça c'était pour les exercices juridiques classiques. Donc c'est quelques tuyaux qui, je pense, franchement, peuvent être pas mal. Bien sûr, comme je le disais, c'est pas des solutions miracles. Hein. C'est pas si vous connaissez rien, que vous comprenez même pas l'intitulé, bon normal que vous tapiez une mauvaise note. Mais je pense pas que vous en soyez là si vous regardez cette vidéo, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez un minimum au droit et donc que vous avez un minimum appris quand même vos cours.
Donc, après ce type d'exo, on a d'autres types d'exo. Par exemple, ce qu'ils appellent les profs les questions de réflexion. Moi, j'en ai notamment eu en DLF, c'est-à-dire droit et libertés fondamentaux, ou en droit du travail. Alors, il faut faire gaffe. Il y a les questions de réflexion qui rejoignent un peu la disserte, dans lesquelles il faut livrer une analyse personnelle. Et il y en a d'autres dans lesquelles il faut juste avoir un bon raisonnement juridique. Mais il y a quand même des erreurs à ne pas commettre. Moi, par exemple, en DLF, on avait eu, je me rappelle, un examen dans lequel on avait le droit au cours. On avait le droit de prendre notre cours, tout notre cours. Mais malgré ça, plein de gens avaient eu de mauvaises notes. Pourquoi? De ce que je me souviens, le truc en DLF, le sujet c'était, en gros, on avait une femme qui portait un foulard, un truc comme ça, et qui sûrement s'était fait virer dans le lieu public à cause de ça. Et elle avait dû faire un procès en disant que c'était pas légal, tout ça, quelque chose comme ça. Ce qui était important, c'est que son visage n'était pas dissimulé en fait. Et donc, il fallait trouver le bon raisonnement pour dire ce qui était légal ou pas. Enfin, après, je sais plus comment le truc était formulé, mais bon. Et le problème, en fait, l'erreur à ne pas commettre, quand on vous dit question de réflexion, c'est de donner son avis, vous voyez? Parce il y en a, selon leurs opinions politiques, en fait, ils vont dire, là, enfin, dans le cadre de cet examen dont je vous parle, il y en a qui avaient dit, qui s'étaient dit, en fait, putain, mais elle a qu'à s'intégrer avec son foulard, enfin, elle a qu'à se plier à nos coutumes et tout, alors je raisonne de la façon suivante, elle vire son foulard et ne nous fait pas chier. Et en fait, ils n'avaient pas regardé le droit, vous voyez? Et, du coup, bah, il s'était pris une note de merde, quoi. Et donc moi, je me rappelle, j'avais eu 14 ou 15. Enfin, on avait eu deux exos. Il y en a un, j'avais eu 15, l'autre, j'avais eu peut-être 14. Et parce que j'avais fait bien gaffe dans chacun des deux exos, je sais plus ce que c'était le deuxième, d'avoir une réflexion juridique censée de suivre, entre guillemets, aveuglément le droit. Vous voyez? Il faut vraiment, comme un magistrat en fait. Un magistrat est censé être impartial. Ses opinions politiques ne sont pas censées rentrer en jeu. Ben là, c'est pareil. Et autre erreur à ne pas commettre quand on a ce type de question de réflexion, c'est dériver sur une réflexion qui est non juridique. Moi, par exemple, je me rappelle sur une question de réflexion, j'avais commencé à écrire, j'écris et tout. Et là, je me relis et je me dis, mais putain, mais c'est pas du droit ça. Et c'était en sorte plus une réflexion philosophique que juridique. Et à ce moment-là, j'ai tout effacé. Franchement, si vous vous rendez compte de ça, effacez tout et recommencez tout. Et limitez-vous au droit parce que vous êtes en fac de droit et pas en fac de philo. Et vos profs, ils veulent une réflexion juridique et pas une réflexion philosophique. Ça, c'est certain. Donc moi, j'avais tout recommencé, mais aussi on était limité en termes de lignes. Vous voyez, je sais plus, on devait faire 20 lignes ou 25 lignes maximum. Donc forcément, c'est sûr que si vous vous en rendez compte au bout de 6 pages, ça va être plus difficile. Mais bon, maintenant que je vous l'ai dit, vous le ferez pas. Ok, donc ça c'était les questions de réflexion. Maintenant les questions de cours. Alors vous voyez maintenant, c'est plus la question vraiment du retard dans les révisions. Le retard dans la révision, c'était plus pour le commentaire d'arrêt, cas pratique et dissertation. Là c'est plus des tuyaux d'une manière générale. Ok. Pour les questions de cours, vous pouvez avoir des grandes questions de cours, c'est-à-dire dans un seul examen, en admettant que 2 questions de cours, avec une sur 12 points et une sur 8 points. Ou alors vous avez plusieurs petites questions de cours avec, admettons, 5 questions sur 4 points, 4 questions sur 5 points ou quelque chose comme ça. Au plus la question est grande, en fait au moins vous avez de questions dans votre examen, au plus vous allez devoir la structurer. Si vous avez une grande question, vous allez pouvoir essayer de formuler un problème de droit et de faire une petite dichotomie, un petit raisonnement en 2 parties. Et si c'est une grande question également, vous allez pouvoir essayer aussi d'ajouter une analyse personnelle. Ok ? C'est pour ça que des fois on a des questions de cours, on récite notre cours. C'est une question de cours, ils appellent ça question de cours, je récite mon cours, j'ai tout mis et j'ai pas 20. Comment ça se fait ? Ben c'est parce qu'en fait ils attendent un peu plus, mais bon, ils ne le disent pas toujours, quoi. Donc voilà, surtout sur les grandes questions, à mon sens. C'est plus logique. Parce que si vous avez 5 questions en 1h30, parce qu'en général les questions de cours c'est ça, c'est 1h30, 5 questions, et que pour les 5 questions il faut faire à chaque fois un problème de droit, un plan en 2 parties, une réflexion personnelle et tout, en 1h30, ça va vraiment être chaud, quoi. Il faudrait connaître le sujet à l'avance, quoi. Donc si vous avez des questions plus petites, bon bah là c'est vrai que on entre plus dans la récitation de cours classiques, et tant qu'à faire,
si vous deviez choisir entre formuler un problème de droit, faire un plan ou donner une analyse personnelle, je pense que ça dépend de la matière, mais le mieux c'est peut-être... c'est difficile à dire en fait. Hein. Si vous pas... c'est ce qui vous inspire. Hein. Voilà, c'est ce qui vous inspire. Hein. Sinon vous allez vous prendre la tête, vous allez perdre trop de temps et 1h30 ça passe vite. S'il y a un problème de droit qui vous vient, vous le posez et vous faites une réflexion en 2 temps mais rapide, vous voyez, vous faites pas un titre, un chapeau introductif et machin, non, faites pas ça. Et s'il n'y a pas de problème de droit qui vous vient, vous répondez à votre question normalement et vous essayez d'y mettre une petite réflexion personnelle, vous voyez, d'y mettre un petit plus. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, si possible, de la vidéo sur YouTube. Je sais que les partiels c'est bientôt, je m'y prends un peu tard pour la vidéo, bien que pour certains ce soit pas avant le mois de juin, il y en a pour qui c'est déjà passé. Bon si c'est déjà passé, ou que vous voyez cette vidéo trop tard, ça vous servira pour l'année prochaine, hein, pour l'année suivante supérieure, puisque vous aurez réussi votre année. Hein. Donc voilà, écoutez, bonne chance pour vos partiels. Envoyez-moi aussi un message privé si vous voulez pas laisser un commentaire public sur YouTube. Message privé sur ma page Facebook, j'en reçois régulièrement si vous avez des questions. J'essaie d'y répondre au mieux. Pour l'instant, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Pas toujours de suite, des fois j'ai des trucs à faire, quoi, donc des fois je prends un peu de temps. Mais j'essaie de répondre au mieux. Par contre, évitez de m'envoyer vos cas pratiques du genre... il y en a, ils me copient-collent leur cas pratique, ils m'envoient qu'est-ce que vous en pensez non mais qu'est-ce que vous en pensez, ça, traduction, quel est le plan, quelle est la réponse, faites-moi mon cas pratique. Bon, ça c'est mort. À la limite, si vous avez vous des éléments de réponse sur un cas pratique, vous pouvez me les envoyer et je peux vous donner mon avis. Voilà. Bon, comme je le disais, bon courage pour vos partiels et à la prochaine.